Alors bonsoir, bienvenue à tous. Merci de votre présence pour ce 4e webinaire sur la Covid-19 organisé par le CHEM. Donc quelques mots sur le CHEM pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. On est un organisme de formation totalement indépendant qui est basé à Brest en Bretagne. Et donc on est spécialisé dans la formation continue de l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit en présentiel, en classe virtuelle ou en e-learning. Alors pour notre webinaire de ce soir, j'ai une nouvelle fois le plaisir d'accueillir le professeur Mathieu Revest, infectiologue au CHU de Rennes, pour, espérons-le, terminer ce cycle de webinaires sur la Covid-19. Alors après 2 ans de pandémie, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains mois? Est-on sorti d'affaires? Que penser de la levée du pass vaccinal lundi prochain? Et puis, quid de la 4e dose? Donc en fait, cette soirée va permettre de répondre à toutes ces questions et à toutes celles que vous nous poserez également donc tout au long de la soirée via le petit onglet questions. Donc voilà. Comme tous les autres webinaires, en fait, ça va se passer en 2 temps. D'abord un temps de présentation, puis un temps d'échange avec des questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Donc je vous souhaite à tous un très bon webinaire et Mathieu, je te laisse la main. Merci Laetitia, bonjour à toutes et à tous. Et donc on va une nouvelle fois parler du Covid. On va voir si c'est la dernière fois qu'on en parle ou pas. Je suis pas absolument sûr. Enfin, on va voir. Et puis effectivement, comme dit Laetitia, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc moi, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Et donc je suis Mathieu Revest, je suis infectiologue au CHU de Rennes. Ah ben, ça marche pas. Alors, ah si, ça marche. Alors, mais j'ai pas de conflit d'intérêt. J'ai des liens d'intérêt par contre avec cette présentation. Je suis membre du Haut Conseil de santé publique et membre de la commission spécialisée maladies infectieuses émergentes et du groupe de travail du Covid depuis le début de la crise. Donc, par définition, je suis d'accord avec tout ce que dit le Haut Conseil de santé publique. Ou en tout cas, si je suis pas d'accord, j'ai pas le droit de vous le dire et donc je ne vous le dirai pas. Et puis, je suis membre de la Société de pathologie infectieuse de langue française et donc je suis aussi, alors là, j'aurai le droit de vous le dire, mais je suis assez d'accord avec ce que dit à chaque fois la Société de pathologie infectieuse de langue française. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous partager les sources qu'on utilise, alors à la fois pour ce webinaire, mais également en temps réel dans la gestion de la crise. Sans doute que la majorité d'entre elles vous sont déjà connues, mais je me disais que peut-être que certaines ne vous sont pas connues et que ça peut être intéressant. Ce sont des sources qui sont toutes, sauf la toute dernière dont on parlera, en accès libre. Et donc, vous pouvez y avoir accès. C'est pour ça que je vous ai fait des captures d'écran des sources où vous avez les adresses mail, les adresses de sites internet, pardon, que vous pouvez connecter. Donc, ma première source, c'est la mission nationale COREB. Vous savez que la COREB, c'est la coordination opérationnelle du risque épidémique et biologique. En gros, c'est une coordination de l'ensemble des établissements de santé de référence pour les maladies infectieuses émergentes dont on fait partie. Et donc, on fait partie de la COREB et on essaie de se coordonner au niveau national pour les recommandations et la prise en charge. La deuxième source, c'est bien sûr le site de Santé publique France. Alors, j'ai pas eu le temps de le faire, mais les données épidémiologiques ont été actualisées sur le site de Santé publique France il y a maintenant 2 heures. Donc, mes diapos sont pas tout à fait actualisées. Elles datent de la semaine dernière. Vous savez que chaque semaine, hein, il y a des données épidémiologiques très précises qui sortent. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Le troisième, c'est le site Covid Tracker. Vous savez, qui a été fait par Guillaume Rosier, hein, qui est cette de mise en lumière informatique, a fait un travail absolument admirable de mise en lumière des données épidémiologiques. Vous pouvez vous y intéresser. Il y a notamment dans l'outil que vous voyez ici, vous pouvez naviguer sur les chiffres, savoir l'impact des vaccins, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est en accès libre. Le site de la Société de pathologie infectieuse de langue française, et dans l'onglet Covid, vous avez toutes les recommandations qui peuvent arriver et chaque jour, les nouvelles données arrivées. Donc tout ça est en accès libre. Et puis bien sûr, il y a la littérature scientifique où là, pour le coup, il faut parfois avoir des abonnements en revue pour avoir accès aux articles, mais la plupart sont en accès libre. Donc voilà les sources dont je me suis servi. Et je vous encourage vivement, si vous avez des questions, à aller voir, notamment sur les 4 premiers sites là, que je vous ai montrés.
vous pouvez certainement trouver des informations très intéressantes et qui répondront dans les jours qui viennent, enfin si vous avez des questions, à toutes vos questions. Alors, l'épidémie de Covid, c'est effectivement une pandémie qui a eu plusieurs dynamiques, hein. Vous vous souvenez qu'au début, c'était l'Asie, enfin la Chine essentiellement, puis c'est arrivé en Europe, puis c'est arrivé en Amérique, et puis depuis, il y a des vagues, et puis il y a cette, comme on le reverra tout à l'heure, hein, il y a cette grande vague. Je ne sais pas, Laetitia, si on voit ma flèche quand je la bouge. Oui, oui, on voit ta flèche. Super. Et donc, vous voyez cette grande pique, hein, épidémique apparue avec le variant Omicron, on va en parler. Ça fait pas confirmé, c'est confirmé logiquement 436 millions de cas. Logiquement 430 millions de cas. Il y a de cas confirmés biologiques, nécessairement au moins le double, le triple, voire le 5 fois plus de cas en réalité, et un tout petit peu moins de 6 millions de morts, là aussi probablement très largement sous-estimé, puisque là on ne parle que des morts prouvées dues au Covid. Donc c'est une pandémie gravissime, hein, qui a eu un impact majeur. Vous avez vu qu'aux États-Unis, on frise, on frôle le million de morts, hein, actuellement aux États-Unis, et ils vont dépasser le million de morts de façon absolument certaine. Donc, une épidémie a plusieurs dynamiques. Et donc là, on voit que ça descend, on en reparlera. Et bon, tout ça pour vous dire que quand on regarde cette courbe-là, c'est marrant qu'on parle maintenant, alors qu'on est là, de la fin de l'épidémie. Parce que finalement, on n'a jamais eu autant de cas actuellement dans le monde qu'auparavant. Mais on va voir pourquoi on parle de tout ça. Alors en France, il y a un peu moins de 23 000 cas, avec un peu plus de 150 000 décès. Je vous mets ici le taux avec un peu plus de 150 000 décès, et le taux d'incidence. Donc, vous voyez que aussi le taux d'incidence a très largement augmenté. Vous voyez que ça, c'est des taux d'incidence du vague Omicron. Donc, largement supérieur. Oui. Est-ce que tu peux couper ta caméra parce que Oui. la connexion n'est pas bonne? Est-ce que c'est mieux là? Oui. Alors, je peux essayer sinon d'améliorer un petit peu. Ça devrait être mieux, excusez-moi. Donc là, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors, donc vous avez cette courbe d'incidence, hein, avec la vague Omicron dont je vous parlais, qui a complètement écrasé les autres vagues qu'on voyait précédemment. Puis vous voyez que bon, ça stagne un petit peu, et puis vous avez entendu dire, hein, depuis cette semaine, que ça remonte un petit peu, le taux d'incidence. On est en tout cas la semaine dernière, puisqu'encore une fois, j'ai pas eu le temps d'actualiser sur les dernières données tombées il y a un peu plus de 3 heures maintenant, mais on est à un peu plus de 500, et on est enfin, à peu près à 550 cas pour 100 000 habitants, hein, actuellement en France. Juste pour rappel, hein, parce qu'on oublie très vite en fait, parce que la pandémie va très vite, mais rappelez-vous que dans l'année 2020, on disait que le seuil d'alerte où ça allait poser des gros problèmes, c'était 50 cas pour 100 000 habitants. Vous voyez qu'on est à 10 fois plus ce seuil d'alerte. Ça ne veut pas dire que c'est comment dire, considéré enfin, une naïveté béate, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a aussi appris à vivre avec, et que maintenant on est capable d'assumer des taux d'incidence beaucoup plus élevés que ceux auparavant. Alors, je vous ai dit que juste avant, sur la diapositive d'avant, c'était la vague Omicron. Donc, juste, je me permets un petit rappel sur les variants. Donc, Omicron est un nouveau variant du SARS-CoV-2. Vous savez bien que les virus sont des éléments microbiologiques qui sont très plastiques génétiquement parlant, et qui donc peuvent avoir des mutations qui arrivent très facilement dans leur génome. Et en fait, un virus, c'est normal que ça mute. Ça provoque et ces mutations provoquent des variants, et ça, c'est tout à fait normal. Donc, les coronavirus sont des virus qui mutent peu habituellement, mais il faut bien avouer que celui-là, parmi les différents coronavirus, ça a été un coronavirus qui a beaucoup muté, et plus que ce à quoi on s'attendait, et notamment qui a muté dans des zones un peu problématiques. Donc, le fait qu'il y ait des variants, c'est normal lorsqu'on a une pandémie. Et en fait, pour rien vous cacher, très tôt, le virus, d'ailleurs le virus qui est arrivé en France, quand il est arrivé en France toute fin février 2020, il était déjà différent du virus originel qui avait été diagnostiqué à Wuhan au tout début.
Mais là, c'est vrai qu'on a des variants de plus en plus fréquents et on pourra en avoir de nouveau, ça c'est tout à fait normal. Alors, où en est la répartition en France des différents variants? Vous voyez que dorénavant, c'est Omicron qui est plus que majoritaire. C'est Omicron qui rend compte de l'ensemble, de l'intégralité des cas de Covid actuellement en France. Et c'est vrai également dans le monde. C'est-à-dire que Omicron est vraiment le variant très, 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 très largement majoritaire. Vous aviez ici en jaune le variant Delta, qui a été complètement écrasé par le variant Omicron. Et Delta avait déjà écrasé le variant Alpha, vous savez, qui était le variant anglais, vous vous souvenez, qui avait été problématique fin 2020, début 2021. Donc Omicron maintenant est le variant majoritaire et qui va rester comme ça. Ça, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est l'histoire naturelle des variants. C'est-à-dire que pourquoi un variant émerge? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un virus, il mute, donc il va avoir des variants. Mais pourquoi un variant émerge? C'est parce qu'il a des avantages compétitifs par rapport au précédent. Et l'avantage compétitif, c'est celui de sa transmissibilité. Il se transmet plus que les autres. Et donc, c'est pour ça qu'on le voit apparaître beaucoup plus facilement. Alors, il y avait une théorie qu'on connaissait aussi depuis longtemps sur les virus, c'est que dans l'histoire d'une pandémie, on pense que les variants qui vont émerger, ce sont non seulement ceux qui se transmettent le plus parce qu'ils ont des capacités de transmissibilité intrinsèque plus élevées que les précédents, mais parce que aussi, ils provoquent des conditions de transmissibilité plus aisées en rendant en fait moins malade. Parce que finalement, plus un individu porteur d'un micro-organisme est en forme, plus il a des activités normales et plus donc il se déplace et donc plus il a des potentialités de le transmettre à ses congénères. Et l'inverse est un peu vrai, plus le virus rend malade, plus l'individu porteur du virus est confiné à domicile et s'il est confiné à domicile, parce qu'il ne peut pas bouger parce qu'il est trop malade, il le transmet moins à ses congénères. Donc ça, c'est ce qu'on pensait avant. Ça a l'air d'arriver maintenant avec Omicron, même si on n'est pas à l'abri de toute façon qu'un variant soit de toute façon très transmissible et provoque des maladies importantes, puisque la difficulté avec le SARS-CoV-2, c'est comme vous le savez, comme on va le revoir tout à l'heure, finalement, on est surtout contagieux avant l'apparition des symptômes. Et donc, même si le virus peut donner des maladies assez sévères, comme on est très contagieux avant l'apparition des symptômes, on peut se déplacer, donc on peut le transmettre à nos congénères à ce moment-là. Donc voilà un peu où on en est en termes de variants, et c'est l'Omicron. Est-ce que c'est le dernier? On ne sait pas. Donc, il a une transmissibilité qui est accrue, comme je vous le disais, et c'est ce qui a expliqué ce grand pic épidémique qu'on a vu toute fin 2021, début 2022, avec ces épidémies dans le monde entier, explosives, comme on l'a vécu nous aussi depuis le début du premier trimestre de cette année. Qu'est-ce qu'il a comme autre particularité, ce variant? C'est qu'il a une incubation qui est très courte, encore plus courte que le SARS-CoV-2 original. Vous savez qu'habituellement, on disait que l'incubation du Covid, c'était en moyenne 5 jours, 4 à 5 jours. Là, Omicron, c'est vraiment 2 jours. C'est une incubation qui est beaucoup plus courte que les autres. Il a des mutations qui lui confèrent des possibilités d'échappement à l'immunité, tant vaccinale que naturelle. Et vous avez tous expérimenté dans vos patientèles, ou même vous personnellement, des infections itératives à Covid. Quelqu'un qui a fait du Covid à Delta, par exemple, en novembre-décembre, et qui en janvier et février va faire de nouveau un Covid, c'est parce que c'est un Omicron. Et ce qui montre bien que l'immunité conférée par une infection type Delta ne va pas être très protectrice pour l'Omicron et qu'on peut faire plusieurs virus. Il y a plusieurs infections, pardon. Il y a plus de 50 mutations qui ont été développées par rapport à Delta. Et puis, il y a le petit frère d'Omicron qu'on appelle le BA2, dont on avait pas mal parlé au Danemark et aux Pays-Bas, qui est effectivement présent aussi en France, qui diffuse très contagieux, ce qui n'est pas plus grave qu'Omicron, mais qui est très contagieux. Alors, il est très proche d'Omicron, mais il est quand même un petit peu différent. Tout ça pour vous dire que voilà, le fait qu'il y ait des nouveaux variants, c'est toujours possible, à vrai dire, c'est toujours possible. Alors, si on compare justement le profil clinique
de Delta et d'Omicron, on voit quand même qu'il y a des différences. Donc, en gros, Omicron, il est 2 fois plus contagieux que Delta, ça c'est assez clair. Je vous rappelle que Delta était déjà 2 à 3 fois plus contagieux enfin 2 fois plus contagieux que Alpha, qui lui aussi était déjà plus contagieux, 60% plus contagieux que le virus originel. Donc, vous voyez que Omicron, par rapport au virus originel, est beaucoup plus contagieux. Si d'ailleurs on était capable, enfin, c'est en tout cas les projections qui nous le disent, parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais si on pouvait calculer le R0, vous vous souvenez de ce que c'est que le R0, c'est ce qu'on appelle le taux de reproduction d'une maladie, c'est-à-dire quand un individu est malade, combien de malades, entre guillemets, il va créer. Et pourquoi on dit R0? C'est quand il n'y a aucune mesure de protection qui est mise en place pour éviter la propagation de la maladie. C'est pour ça que pour l'instant, on parle de R, on ne peut plus parler de R0 parce qu'il y a plein de mesures de protection, les mesures barrières, la vaccination, les isolements qui sont mis en place. Mais si on était capable de calculer, de comparer le R0 de Omicron par rapport à la souche originelle de Wuhan, en gros, le R0 était entre 2,5 et 3,5, ce qui était déjà une maladie bien contagieuse. À titre de comparaison, la varicelle a un R0 de 4. La grippe saisonnière est, selon le moment de l'épidémie, entre 0,5 et 1,5. Donc, vous voyez que c'est pour vous montrer des comparaisons. Ebola, c'est 2,4. Et Omicron, si on pouvait avoir le R0, on pense qu'il serait aux alentours de 15, c'est-à-dire celui de la rougeole. En pratique, était jusqu'alors la maladie la plus contagieuse qui soit. Donc c'est vraiment un virus qui est excessivement contagieux. Ça touche plus les jeunes que les hommes, que les personnes plus âgées. Alors, il faut faire attention à ça. Ça ne veut pas dire que Omicron il y a une prédisposition en étant jeune pour Omicron que quand on est âgé. C'est juste que la couverture vaccinale des personnes plus âgées était meilleure que chez les jeunes, et notamment chez les enfants. Et comme Omicron touche énormément les enfants, ça baisse effectivement l'âge moyen de survenue d'infection par Omicron. Et il faut bien comprendre que toute la présentation tant clinique qu'épidémiologique de Omicron est influencée par la vaccination. Et probablement que s'il n'y avait pas de vaccination, on aurait une dynamique qui serait différente. En tout cas, en termes de gravité, elle serait encore plus importante en termes de contagiosité. On risque beaucoup moins d'être hospitalisé et d'avoir recours à des soins de réanimation si on a Omicron par rapport à Delta, 2 fois moins. Il y a même des données épidémiologiques qui sont sorties aujourd'hui qui disent encore moins que ça, hein, dorénavant. On arrive plus vite aux soins, mais ça c'est normal. L'incubation est plus courte, la maladie est un peu plus bruyante, un peu plus rapide d'évolution, même si c'est moins grave. Il y a beaucoup moins d'anosmie agueusie, hein, vous avez vu, c'est un symptôme qu'on voit beaucoup moins maintenant, alors qu'on le voyait très fréquemment, notamment en 2020. Et à l'inverse, il y a beaucoup plus de symptômes ORL, et notamment des douleurs de gorge importantes, des odynophagies importantes. Ça, on en voit beaucoup avec Omicron, alors qu'on n'en voyait pas beaucoup avec Delta. Et puis, si on est hospitalisé, il y a beaucoup moins de risques de difficultés respiratoires avec Omicron qu'avec Delta. Il y a beaucoup moins de risques d'oxygène requérance avec Omicron qu'avec Delta. Donc, c'est un virus qui est effectivement moins grave comme vous pouvez le voir ici, qu'avec le Delta, notamment grâce à la vaccination. On a une petite question, Mathieu. Ouais. Est-ce qu'on peut s'infecter avec Omicron 2 fois et si oui, dans quel délai? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul là-dessus. Donc, donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, où il y a le BA2, vous savez, c'est le petit frère de Omicron. On l'a pas dénommé comme étant un variant différent, alors qu'il y a des mutations quand même différentes et qu'on sait que l'immunité d'Omicron n'est pas parfaite vis-à-vis de BA2. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il est probable qu'on puisse se réinfecter avec un virus proche de Omicron et notamment le BA2 si on a fait l'Omicron avant. Après, sur l'Omicron lui-même, le virus est exactement pareil, probablement pas immédiatement, mais ce qu'on ne sait pas, parce que la vague Omicron est toute récente, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la durée de l'immunité naturelle conférée par la vaccination Omicron, bien évidemment. On ne sait pas. Avec les autres variants, on voyait qu'il fallait au moins 4 à 5 mois après l'infection pour pouvoir se réinfecter par ces variants-là, avec des formes qui étaient moins graves. Il n'y a pas de raison que ce soit différent avec l'Omicron, mais pour l'instant, ce ne sont que des projections puisqu'on n'a pas assez de recul.
en pratique. Donc voilà, c'est aussi un petit focus sur la gravité Omicron et Delta. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup moins de risques de faire des formes graves avec Omicron qu'avec Delta. Alors, encore une fois, hein, c'est très fortement influencé par la vaccination. À titre d'exemple, alors peut-être que vous avez cette expérience-là aussi dans votre activité, mais on a des patients qui sont encore hospitalisés chaque jour là dans nos services, que ce soit dans les services froids ou dans les services de réanimation infectés par des variants Omicron non vaccinés. Et ils font des formes graves aussi, ils peuvent faire des formes graves aussi. Et finalement, les personnes qui sont non vaccinées et qui font des infections à Omicron, on a des tableaux cliniques qui sont assez proches de ceux qu'on connaissait lors de la première vague avec la souche originelle Wuhan. Donc, encore une fois, la gravité d'Omicron est très, 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 très largement influencée par la vaccination. Si on est vacciné, de toute façon, on fait des formes beaucoup moins graves. Et comme la vague Omicron arrive à un moment où la couverture vaccinale est beaucoup plus importante, bah, c'est aussi pour ça. Alors, quand même, une fois que je vous ai dit ça, quand même, intrinsèquement, Omicron est moins grave que Delta. Ça c'est quand même, assez sûr. Par contre, par rapport à la souche originelle, c'est là où on a des difficultés. C'est-à-dire, est-ce que intrinsèquement, il est moins grave que la souche originelle ou il est pareil et que finalement, cette moindre gravité est juste influencée par la vaccination? On ne sait pas, mais c'est possible. Tu m'arrêtes hein, s'il y a des questions, Oui, Laetitia. oui, j'en profite pour vous redire que, en fait, il y a un petit onglet questions, donc n'hésitez pas à les écrire et puis du coup, j'interviens pour les poser au moment adéquat. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal? Parce que finalement, je ne sais pas si on va répondre à la question, est-ce que c'est le dernier assez rapidement? En tout cas, on va essayer de le faire assez rapidement. Dans l'idéal, finalement, la situation actuelle, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas contrôler l'épidémie. Donc, il faudrait qu'on arrive assez vite à une immunité collective, et c'est peut-être ce qui est en train de se passer actuellement. En tout cas, on a l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Soit une immunité collective naturelle, liée à l'infection naturelle, et c'est ce qui se passe notamment chez les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas vaccinés. Et puis, il y a quand même encore pas mal d'enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinés, donc c'est ce qui se passe de façon importante. L'immunité vaccinale, voire l'immunité double, c'est-à-dire on a fait le Covid et on se fait vacciner, surtout dans ce sens-là, parce que qu'on ait fait qu'on soit vacciné puis qu'on se fasse le Covid, ça ne change pas grand-chose. Par contre, les gens qui ont fait le Covid puis qui sont vaccinés, on sait que ce sont les gens qui vont développer l'immunité la plus solide et probablement la plus durable, même si on n'a pas de certitude, il faut bien sûr plus de recul là-dedans. Donc il faudrait qu'on arrive à cette immunité collective et qui finalement ferait que l'épidémie n'aurait plus d'impact sur le système de soins, ou en tout cas un impact assez marginal. Ce serait un problème individuel, mais plus un problème populationnel. On verrait tous, là, dans nos activités respectives, régulièrement des patients Covid, et ça va durer, mais ça ne surchargerait pas, tant en médecine extra-hospitalière qu'en médecine hospitalière. Ça ne surchargerait aucun des modes d'exercice, et que finalement la société pourrait assumer la pérennisation de cette épidémie comme ça, à bas bruit, de façon chronique, et ça risque de se pérenniser comme ça. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait, ce à quoi il faudrait qu'on arrive, et c'est probablement ce à quoi on arrive maintenant. En tout cas, cette probabilité-là devient la probabilité la plus importante, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et prochainement, là, très prochainement, l'épidémie ne pose plus de problème sur le système de santé, et donc on peut lever toutes les restrictions, parce que finalement, là, on a des restrictions juste pour protéger le système de santé. Mais si le système de santé n'est pas mis sous tension, on n'a pas forcément besoin d'imposer à la population des mesures de restriction très importantes, autres que celles de la protection individuelle, c'est-à-dire moi je ne veux pas être malade, moi je m'en fiche. Donc c'est une hypothèse très probable, mais il faut quand même savoir que cette hypothèse est remise en cause à chaque variant. Il n'est pas impossible que de nouveaux variants apparaissent. Et puis surtout, cette hypothèse elle tient le coup si l'immunité conférée, elle est durable et solide. Et donc, vous voyez qu'on a quand même encore des incertitudes sur la possibilité que cette épidémie évolue à bas bruit comme ça, sans impact sur le système de santé. Ce n'est pas encore certain.
c'est pas encore certain. Puis quand on regarde ce qui se passe, donc encore une fois, c'est la semaine dernière, parce que j'ai pas eu le temps de. Mais ce qu'on voit, ceci, j'ai regardé les données, c'est pareil cette semaine. Ce qu'on se passe au niveau international, en gros, plus c'est rouge et plus il y a une épidémie, plus l'épidémie est importante. Et regardez un peu ce qui se passe en Océanie, voire le sud-est asiatique, ça reflambe là-bas. Ça reflambe. Et rappelez-vous, par exemple, l'Océanie, qui était un continent qui était, comment dire, indemne de Covid quasiment. Pendant très longtemps, ils ont visé le zéro Covid dans leur épidémie. Bah, on va voir juste après que ça augmente. Ce qui se passe aussi en France, c'est que vous voyez que l'incidence, elle stagne et même maintenant, elle recommence à monter. Et encore une fois, je vous rappelle que au début de l'épidémie, on disait que c'était 50 cas pour 100 000 habitants qui posaient des soucis. Là, vous voyez qu'on est 10 fois plus et ça stagne. Ça ne diminue plus et on reste à des taux d'incidence qui sont très élevés, beaucoup plus élevés que ceux des précédentes vagues en fait. Donc 694 pour 100 000 habitants, c'était le pic qu'on a eu au moment du Delta. Et donc vous voyez que bah, là, ça stagne. Donc bon, ça circule encore beaucoup. Et puis comme je vous le disais, en Océanie, bah, en Océanie, ça flambe. Alors bien sûr, on n'est pas sur des chiffres importants. Là, c'est des chiffres absolus. C'est le nombre de cas par semaine. Mais vous voyez que ça par jour, mais ça augmente de façon exponentielle. Et donc une pandémie, de toute façon, c'est fini que quand il y a plus de cas dans le monde entier, quoi. Donc le fait qu'il y ait des endroits dans le monde où ça recircule de façon très importante, y compris dans des populations qui ne sont pas forcément excessivement bien protégées, ça crée les situations propices à l'émergence d'autres variants et que l'épidémie se pérennise. Donc je ne suis pas en train de vous dire que je suis très pessimiste, c'est pas en train de ce que je veux vous dire, mais quand même. Et quand on regarde le nombre de morts, bah, ça remonte. Là, je vous parle des États-Unis, ça remonte. D'une façon générale, on voit que les courbes, on commence aussi, là, c'est les décès selon différents pays, hein, les courbes recommencent encore à augmenter de façon importante. Là, je fais une petite parenthèse, si tu m'autorises, Laetitia. Vous voyez là, ce type de courbe, c'est ce type de courbe que vous pouvez avoir sur Covid Tracker, que vous pouvez construire vous-même, parce que c'est quand même génialement fait ce qu'il a fait, ce Guillaume Rosier là, parce qu'en fait, vous pouvez sélectionner le pays que vous voulez, et puis vous pouvez faire des choses dynamiques. Donc, vous voyez, vous pouvez les faire vous-même, et donc c'est très intéressant si ça vous intéresse. Donc voilà, le nombre de morts augmente. Bon, donc voilà, et puis quand on regarde les taux d'incidence, bah, ils sont quand même encore très très élevés en France, partout en France. Bon, quand on voit l'impact que ça a sur le système de santé, il y a encore, que ce soit en hospitalisation conventionnelle ici en bleu ou dans les services de réanimation ici en orange, il y a encore une grande quantité de patients qui sont hospitalisés dans nos établissements. Et donc, l'impact sur les systèmes de santé, et notamment sur l'hospitalisation, il est loin d'être fini. Nous, dans notre hôpital, là, on a encore 75 pour c'est un hôpital de 1500 lits, hein, donc ça fait tout compris. Mais parce que je dis, si on prend les SSR, tout ça, on est plus à 75, on est à 150, mais en aigu, on a 75 malades hospitalisés pour du Covid, ce qui est une charge quand même assez importante, hein, parce que 75 malades, ça fait 3 services pleins. Bah, c'est 3 services pleins qui ne peuvent pas accueillir d'autres malades, donc c'est quand même assez lourd encore. Donc finalement, que dire sur la dynamique d'épidémie? Bah, finalement, en fait, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et je ne sais vraiment pas. C'est vrai que l'hypothèse qui dit que l'épidémie ne posera plus de soucis collectifs d'ici quelques semaines, elle n'a jamais été aussi probable, cette hypothèse-là. Et ça, c'est le côté très, 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 très positif. Autant vous m'auriez interrogé il y a 4 mois là-dessus, j'aurais dit non, on est loin d'être sorti du truc, etc. Là, c'est tout à fait possible parce qu'on a quand même l'impression qu'on s'oriente vers une épidémie beaucoup moins grave qu'elle ne l'était. Et donc, oui, il y aura des cas, mais il y aura beaucoup moins d'impact sur le système de santé et donc on va pouvoir réouvrir les choses. Donc ça, c'est la probabilité la plus importante. Mais ça ne reste qu'une hypothèse et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent survenir d'ici là pour infirmer cette hypothèse ou au contraire pour la confirmer. Donc, je trouve que c'est difficile de prédire. Vous avez remarqué, hein, d'une façon générale, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait des prévisions sur l'épidémie, hein, tout le monde, hein, moi aussi, y compris, bien évidemment, même si j'essaie de pas trop en faire parce que justement, je savais, mais on s'est planté en pratique. Donc je sais pas.
Alors, tu posais la question tout à l'heure, Laetitia, est-ce qu'on a raison de lever les précautions? C'est ça que tu posais comme question? Oui, En fait, je crois que oui, quand même. Parce que on sent bien quand même, et nous-mêmes, hein, dans notre vie de tous les jours, c'est quand même très difficile de les tenir. Et puis, encore une fois, c'est la première fois où cette hypothèse de moins d'impact de l'épidémie sur le système de santé est probable. Il faut bien qu'on essaye de revivre normalement, en fait. Et on verra ce qui se passe. Mais ça peut plus, on peut plus rester aussi confiné, aussi restrictif dans les mesures qu'on l'était jusqu'alors. On a une couverture vaccinale maintenant qui est excellente en France. On a une immunité collective, un niveau d'immunité collective qui est très important, même si on ne sait pas combien de temps elle va durer, même si on sait qu'elle n'est pas complète. Donc je pense que oui, ça vaut le coup d'essayer, en gros. Est-ce que ça va marcher? Ça, par contre, je ne sais pas. Voilà, pour répondre à la question. alors Donc Mathieu, c'est canalisé. on a deux petites questions. Est-ce que aujourd'hui on en sait plus qu'avant sur l'origine du SARS-CoV-2? Non, on n'en sait pas plus. Il y a toujours les deux mêmes hypothèses, avec une hypothèse qui est quand même largement privilégiée au niveau scientifique, mais qui n'est pas sûre à 100%, qui est celle d'une origine naturelle du virus. Et puis cette hypothèse d'un accident de laboratoire, un virus qui serait sorti du laboratoire. On a, les données scientifiques vont beaucoup plus vers une hypothèse naturelle. L'attitude des Chinois sur le manque de communication, le manque de coopération sur les enquêtes, etc., est interrogeante. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas fermer la porte et on ne peut pas éliminer de façon formelle l'hypothèse d'un accident de sortie de laboratoire. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que il ne faut pas se retrancher derrière cette hypothèse-là de sortie d'un laboratoire. La nature n'a pas besoin de nous pour créer ce genre de virus. Et il ne faut pas nous dédouaner de la responsabilité sur notre mode de vie. Enfin, il ne faut pas que ça nous dédouane de la responsabilité de notre mode de vie sur l'émergence de ce genre de virus. On va de plus en plus loin dans les milieux naturels. On a des communications intercontinentales qui sont de plus en plus efficaces. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, hein, c'est juste factuel. Et ben, cet élément-là fait qu'on va rencontrer de plus en plus non pas de nouveaux virus, mais de virus qu'on ne connaissait pas parce qu'on n'était pas rentré dans leur milieu et qu'on va apporter de plus de capacité de diffusion de ces nouveaux virus. Donc, notre monde moderne, très traumatisant pour la nature, très loin, et de communication intercontinentale très élevée, est propice à l'émergence de virus à transmission respiratoire, ça oui. Donc, il ne faut pas que l'hypothèse d'une sortie de laboratoire nous dédouane de cette responsabilité-là. Voilà ce que. Mais j'ai pas de. Je pense que c'est naturel, mais j'ai pas de certitude. Ok, merci beaucoup. On a aussi une autre question. Pourquoi certaines personnes ne se positivent pas malgré un contact rapproché, notamment en milieu intrafamilial, sans geste barrière? Est-ce que c'est un problème de détection, selon toi? Ça peut, mais c'est l'histoire des maladies infectieuses, ça. C'est-à-dire que le taux d'attaque d'une maladie infectieuse, elle n'est jamais de 100%. Et vous avez toujours des gens qui vont résister, qui vont pas s'infecter à la maladie infectieuse. Alors ça peut être aussi un problème de détection, c'est-à-dire que les gens ont le virus, mais à des formes non symptomatiques et avec des excrétions virales excessivement faibles qui ne nous permettent pas de les détecter. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi des gens qui ne vont pas s'infecter ou qui vont détruire. Mais ça, c'est vrai avec toutes les maladies infectieuses. Donc, c'est pas étonnant. Et vous pouvez le faire aussi dans plusieurs sens. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez avoir une personne qui va être exposée, très lourdement exposée par sa famille et qui ne va pas s'infecter. Et puis 6 mois plus tard, il va avoir la même exposition et là, il va s'infecter. Ça peut être aussi lié à l'état immunitaire sur le moment, qui est plus ou moins efficace. Mais ça, c'est l'histoire des maladies infectieuses. Il y a pas de. Je sais que mon explication, elle n'est pas forcément satisfaisante parce que je ne peux pas vous donner une règle physiologique très, très précise là-dessus. Mais les maladies infectieuses sont comme ça. Il y a plein de situations qu'on ne peut pas expliquer. Mais ça se passe comme ça. C'est un peu une école d'humilité. Hein, on ne sait jamais, les maladies infectieuses, si on va être infecté ou pas. Et si on est infecté, comment ça va se développer ou pas et quel type de forme ça va avoir. On ne sait pas. Moi, je trouve que c'est ça la beauté de ma spécialité, mais je comprends que cette incertitude soit questionnante, voire angoissante pour la population générale. Hein, qu'on soit incapable de dire comment va évoluer l'épidémie, ça doit être très angoissant, moi, je pense.
Moi, ça ne m'angoisse pas parce que je trouve ça naturel dans le cadre d'une pandémie, mais j'imagine que c'est angoissant en fait. Je ne sais pas si c'est satisfaisant comme réponse, mais si vous exposez 10 personnes à la tuberculose, enfin la tuberculose c'est un mauvais exemple. Si vous exposez 10 personnes à la grippe, bah, vous n'en aurez que 3 qui seront malades. Hein. Et vous mettez une autre année, vous mettez les 10 mêmes malades, les 10 mêmes personnes exposées à un autre virus grippal, vous en aurez toujours 3 qui sont malades, ce ne sera pas forcément les mêmes. Et ça, on est incapable de l'expliquer. J'ai répondu à la question. Merci Mathieu. Alors, pour la transmission, donc, maintenant que je vous ai dit que je ne savais pas du tout comment ça allait évoluer, bah, il va falloir qu'on fasse avec. C'est un peu ça, enfin en tout cas, c'est comme ça que j'ai construit la présentation. Donc, comment faire? Ben, on va faire avec ce qu'on a, parce que ce qui est sûr par contre, c'est qu'il va falloir qu'on continue à vivre avec cette maladie-là. Et donc, tous autant qu'on est, dans nos activités respectives, on va rencontrer de nouveau des malades. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y en aura beaucoup ou pas? Je ne pense pas, mais on en aura toujours. Alors, je vous remets toujours cette diapositive-là parce que elle explique à peu près tout. Vous voyez que la contagiosité, hein, c'est avant l'apparition des symptômes. Et en fait, on est surtout contagieux avant l'apparition des symptômes. Ça, c'est tout le problème de ça. Je vous ai mis ici aussi quelque chose qui peut vous intéresser. Vous avez la référence en bas de la page qui est en accès libre, qui construisent même un modèle virtuel de modélisation du risque épidémique en fonction de la situation de votre patient. Donc, ça peut vous intéresser, vous rentrez des données, les données de votre malade, et il va vous dire quel est le risque de transmissibilité ou pas. C'est assez rigolo quand vous allez sur ce lien du British Medical Journal. Et donc, vous avez ici, ça c'est juste pour que vous le savez, pour que vous l'ayez, les risques de contagiosité en fonction des situations. Et vous voyez que si on porte un masque, alors j'ai plus ma flèche là, mais si on pose qu'un masque chirurgical sur la partie haute de la diapositive, dans un endroit qui est peu occupé, même à l'intérieur, il y a zéro risque en fait de transmission. Et plus vous changez la variabilité, plus il y a des risques de transmission. Ça peut vous intéresser. Autre chose, je vous montre ici l'efficacité des masques chirurgicaux sur à la fois les gouttelettes que vous voyez ici ou les aérosols que vous voyez ici. Vous savez que les masques chirurgicaux, théoriquement, étaient dits bien protégés contre les gouttelettes, pas forcément contre les aérosols. Bah, finalement, ça marche très bien contre les gouttelettes, effectivement. Quand on porte le masque, il y a beaucoup moins de virus autour d'un patient portant un masque dans l'air, mais même aussi dans les aérosols. Alors, c'est vrai que ce n'est pas sur le SARS-CoV-2, ça a été fait sur les autres coronavirus, il n'y a aucune raison que ce soit différent, ceci dit, mais vous voyez que les masques chirurgicaux marchent très bien, alors que quand vous n'avez pas de masque, bah, il y a des particules virales dans l'air, et si vous portez le masque, il n'y en a plus. Pareil pour les gouttelettes. Donc, le masque chirurgical marche vraiment très bien, pour peu qu'il soit bien utilisé. Ça fait le lit, hein, toutes ces données-là, des recommandations. Vous savez que le Haut Conseil de santé publique n'a pas souhaité diffuser l'usage du masque FFP2 de façon large. Non pas que ça pose de gros problèmes l'utilisation du masque FFP2, je ne pense pas que ça fasse plus de mal que de bien, ça, je ne pense pas trop, mais je pense qu'il y a plein de situations où c'est franchement pas utile. Alors, est-ce qu'il faut interdire aux gens de porter des masques FFP2? Bien sûr que non. S'ils veulent porter des masques FFP2, c'est leur droit et ils seront très bien protégés avec des masques FFP2, mais je ne crois pas que la plupart du temps, ils soient mieux protégés qu'avec un masque chirurgical. Voilà, à part dans des situations très particulières d'aérosolisation chez les professionnels de santé. Donc c'est pour ça que le Haut Conseil de santé publique s'est recommandé pour ça. Moi, je ne suis pas contre le port du masque FFP2. Je pense que ça sert quasiment à rien. Personnellement, dans ma vie de tous les jours et même dans mon activité de tous les jours, je ne porte des masques FFP2 qu'au contact de malades positifs et à qui on fait des soins à risque d'aérosolisation. Sinon, je porte que des masques chirurgicaux tout le temps, en fait. Et j'ai jamais été transmis. Enfin, bon, j'étais infecté au tout début, mais à l'époque où il n'y avait pas de masque, mais depuis, j'ai jamais été réinfecté. Alors, il va falloir qu'on poursuive les mesures barrières. Ça a en plus d'autres effets sur d'autres infections, donc ça, c'est intéressant. Mais il va falloir vivre avec ces mesures barrières. Donc, moralité, il va falloir qu'on adapte en fonction de l'impact de l'épidémie et de mettre le curseur sur les mesures barrières plus ou moins haut en fonction du niveau de la dynamique épidémique. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, ça ne me choque pas. Pour l'instant, on essaie de diminuer un petit peu les mesures restrictives
pour essayer de revivre normalement. Mais il ne faudra pas qu'on perde quand même le bénéfice et tout ce qu'on a gagné avec la tenue des mesures barrières, puisqu'on a eu un énorme effet sur d'autres infections, même s'il y a eu une belle épidémie de gastro là récemment, il y a eu quand même beaucoup d'effets. Donc ça, il faut maintenir ça d'une façon générale. Alors, Mathieu, on a une question d'une médecin du travail à propos de ces gestes barrières qui te demande ton avis sur les employeurs qui sollicitent les médecins du travail pour faire revenir les salariés vulnérables sur leur lieu de travail à compter donc de lundi prochain, et notamment des salariés avec une obésité morbide. Est-ce que tu penses que, par exemple, ils peuvent retourner travailler en open space? Oui. Oui. Moi, je pense qu'il faut reprendre la vie normale, en fait. Donc, oui, oui, ils peuvent travailler. On a une couverture vaccinale qui est très, très bonne. Ces patients sont vaccinés. Rien ne les empêche d'ailleurs de continuer à porter un masque, ces personnes-là. C'est-à-dire que l'obligation du port de masque va tomber, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé de le porter. On est interdit de le porter. On peut tout à fait continuer à le porter. Et je pense qu'avec des mesures barrières bien faites, c'est-à-dire qu'on continue les solutions hydroalcooliques de façon majeure, essayer d'avoir de la distanciation sociale, ça c'est tout à fait envisageable. Bien sûr, des aérations des locaux bien faites, en continuant ça, il faut continuer ça. Mais par contre, il faut que les gens reprennent une vie normale, ouais. Et donc qu'ils retournent au travail, qu'ils aient de nouveau des activités sociales. Ça, je pense que c'est important, ouais. Ok. Alors, donc là, c'est sur la prévention, mais il va falloir qu'on continue à faire un diagnostic. Je me suis permis de reprendre une diapositive de la mission COREB, hein, qui a été faite par une collègue, hein, virologue, et que je trouve très très bien faite, qui explique bien la différence entre autotest et test antigénique. En fait, les deux sont des tests antigéniques, c'est-à-dire que la détection du virus, ça va être par la détection de ses antigènes. La seule différence, c'est qu'un test antigénique fait par un professionnel, et c'est pour ça qu'on dit test antigénique, c'est un qui est fait par un professionnel, ça utilise comme on voit sur ma flèche marche pas le plus, mais sur la partie haute du tableau, ça utilise un écouvillon qui va jusqu'en nasopharyngée. Donc c'est la même chose que un écouvillon pour la PCR, et ça va vous donner un QR code parce que c'est un test professionnel. L'autotest, c'est le patient qui le fait même, et puis l'écouvillon est beaucoup plus court, et donc en fait, on va beaucoup moins loin. Et c'est pour ça que les autotests ont une sensibilité nettement moindre que les tests antigéniques, qui eux-mêmes, on va le revoir après, ont une sensibilité nettement moindre que la PCR. C'est juste que on fait un prélèvement à un endroit où il y a de toute façon moins de virus. Et donc, comme il y a moins de virus, vous avez une sensibilité qui est moins bonne. Alors, l'intérêt des autotests, c'est la facilité de mise en œuvre, et puis on peut les multiplier, c'est beaucoup plus simple. Et donc, l'intérêt en termes de santé publique est quand même vachement important, puisqu'il vaut mieux faire un test, certes un peu moins performant, mais beaucoup plus facile à faire, que s'échiner à faire des tests très très performants, mais qui sont complexes à réaliser. Vous aurez moins de tests réalisés en fait, et donc moins de dépistage réalisé. Donc, c'est plutôt une bonne idée, mais voilà, n'oubliez pas quand même que les autotests sont des tests qui sont moins sensibles que les tests dits antigéniques, quand bien même les autotests sont des tests antigéniques. Je ne sais pas si j'ai été très clair en termes de différence. Si? Pas de questions Très là-dessus? bien. Ah, ça n'a pas marché. Alors, maintenant, une fois que je vous ai dit ça, et si on prend le test antigénique au sens professionnel du terme, c'est-à-dire fait par un professionnel, on sait qu'ils sont moins performants que la PCR. Un antigène va être positif si la PCR a une charge virale élevée. Alors, je vais me permettre de faire 2 minutes de virologie. Je vous ai mis entre parenthèses, là, CT inférieur à 24-25. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont familiers de ces données-là, mais sans doute que d'autres le sont un peu moins. Ce qu'on appelle les CT, ce sont les cycles en anglais, mais les cycles de PCR. Et en gros, en fait, quand on fait une PCR, on va amplifier plusieurs fois le génome du virus qui est potentiellement présent. Et donc, si la PCR est positive après seulement 5 cycles, alors c'est jamais après 5 cycles, hein, mais après 10 cycles, même 10 cycles c'est un peu tôt, mais bon, peu importe, pour vous imaginer, après 10 cycles d'amplification,
Ça veut dire qu'il n'a fallu que multiplier 10 fois l'amplification du génome pour le détecter. Ça veut dire que la quantité de génome initiale dans le prélèvement était très importante. Et en tout cas, beaucoup plus importante que si, par exemple, il faut 30 cycles d'amplification pour le détecter. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup moins, parce que le seuil de détection est le même, mais on arrive plus vite à un seuil de détection quand il y a une quantité de virus initial beaucoup plus importante. Donc en fait, plus votre nombre de cycles d'amplification est bas, plus votre charge virale est élevée. Ça va? Ça veut dire qu'on a eu moins besoin d'amplifier le virus pour le détecter. Ça veut dire qu'il y en avait plus au début. Et donc, les cycles d'amplification à 24-25, c'est la moyenne ça, de PCR. Et donc, vous voyez que les antigènes ne sont positifs que si la charge virale est élevée. Au-dessus, bah, les antigènes sont négatifs. Ça veut dire qu'on va manquer, si on fait des diagnostics que par les tests antigéniques, on manquera en gros 25 à 30% des cas de Covid. Donc, vous voyez que c'est moins sensible, même si le prélèvement est bien fait, qu'une PCR parce que il faut beaucoup plus de virus pour le détecter. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais tests, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont faits différemment et puis il faut connaître cette baisse de sensibilité-là. Par contre, si c'est positif, ça en est sûr. Et donc ça, c'est super. Les tests sévères, alors ils sont très bons en théorie. Quand les études scientifiques qui les ont évalués sont toujours super. Et puis quand on les essaye en pratique, en fait, on est très déçus parce qu'il y a un énorme problème de recueil de salive, finalement le moment préanalytique, qui pose un énorme souci. C'est-à-dire qu'il faut une grande quantité de salive pour avoir des bons tests. Alors quand on fait des études scientifiques, c'est très calibré. On force les enfants notamment à bien baver, donc il n'y a pas de souci. Mais si on le fait en pratique, en fait, ça marche moins bien. Et donc, c'est pas mal en dépistage de masse, mais c'est quand même pas très performant en termes de dépistage individuel, ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces tests-là, avant qu'on passe au vaccin. Non, il n'y a pas de questions. OK. Donc, on a vu qu'il va falloir qu'on continue la prévention. Alors, prévention avec la mesure barrière, on va bien sûr arriver à l'une des mesures de prévention principale qui est le vaccin. Il va falloir qu'on continue à faire des diagnostics, et je vous ai fait cette petite parenthèse sur les tests et diagnostics, et il va falloir se poser la question de la poursuite ou non de la vaccination, avec quel type de vaccin ou pas. Une question pas facile à laquelle il n'est pas facile de répondre, notamment parce que vous voyez ici, c'était des données très initiales qui étaient sorties durant l'automne 2021, où les premiers rapports de finalement perte d'efficacité avec le temps des vaccins, avec les données israéliennes, le vaccin Pfizer, et vous voyez que plus on s'éloignait de la vaccination, plus on recommençait à avoir un nombre de cas, y compris des cas sévères. Donc ça, voilà, ça prouvait ce qu'on pensait être possible, qui était que l'immunité conférée par la vaccination était courte et on pouvait de nouveau avoir des cas après. Alors, je ne sais pas s'il faudra vacciner tout le long, parce qu'encore une fois, si l'épidémie ne pose plus de problèmes sur le système de santé, s'il n'y a plus de cas graves, et si ça reste qu'un rhume ou une rhinopharyngite, probablement qu'il n'y aura pas d'intérêt à vacciner de façon itérative comme ça. Mais il est impossible de le savoir. Ça. Il est impossible de le savoir parce qu'il faut qu'on voit ce qui va se passer dans le temps. Donc, on sait que les vaccins ont une efficacité limitée dans le temps. Alors, est-ce que c'est vrai pour tous les variants? C'est vrai aussi pour le Delta et l'Omicron. Alors, vous avez ici sur le Delta, c'est le risque relatif de faire une maladie vaccinale, comparée aux gens qui ne sont non vaccinés par rapport au délai de la vaccination. Mais on voyait que contre le Delta, si on avait un vaccin, on protégeait à 80% contre le Delta, c'était pas mal. Mais plus vous éloignez de la vaccination, plus l'immunité diminuait. Et vous voyez qu'au bout de 11 mois, on n'était plus protégé qu'à 60% contre le Delta, en gros. Et avec l'Omicron, déjà, on sait que l'Omicron a une réponse vaccinale qui est beaucoup moins bonne. On est protégé qu'à 40% contre l'Omicron. Et puis surtout, en fait, très vite, au bout de 6 mois, on n'est plus du tout protégé. C'est-à-dire qu'on peut faire une maladie à Omicron, même si on a été vacciné, et autant qu'un patient non vacciné. Alors, je ne dis pas qu'elle sera de la même forme. Est-ce qu'elle sera moins grave ou pas? On va le voir après. Mais vous voyez bien qu'avec l'Omicron, on perd très vite sa protection
et on perd très vite sa protection, y compris par rapport à quelqu'un de non vacciné. Avec le Delta, on perdait de la protection, mais quoi qu'il arrive, on restait beaucoup plus protégé que quelqu'un non vacciné, bien évidemment. Avec le Micron, c'est pas vrai. Donc ça, ce sont des données très récentes qui sont sorties. Alors, comment faire? Il y avait la question de faire un booster. Alors, les premières données datent aussi d'Israël et qui datent de la fin de l'année dernière. Et les patients ont regardé sur la partie droite de la diapositive, en fonction des âges et en fonction du délai en jours par rapport au booster, la probabilité de l'augmentation de protection par rapport à que dose. Vous voyez que très vite, et quel que soit l'âge, on augmente on diminue le risque d'avoir une maladie Covid. Par exemple, sur les patients de plus de 60 ans, là, un mois après le booster, on diminue le risque d'avoir un Covid par 15. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai, quels que soient les âges. Donc là, c'était les premières données aussi qui nous montraient que le booster, c'est-à-dire faire un rappel, à l'époque, c'était 6 mois après. Maintenant, on sait que c'est un peu trop tôt, un peu trop tard, 6 mois. Il faut plutôt le faire à 3 mois, parce que c'est à partir de 4-5 mois qu'on perd vraiment beaucoup d'immunité. On a une protection qui est tout à fait efficace, et ça, c'était avec le vaccin Pfizer. Autre situation ici aussi qui montre que si on n'a pas fait de booster, vous voyez qu'on a un risque de forme grave assez importante, parce que là, ici, c'est non pas sur la première diapositive, c'était les cas de Covid, et ici, sur cette étude qui avait été publiée dans la même édition du New England Journal of Medicine, qui s'est intéressé aux formes graves, et vous voyez que les gens, et de décès donc, vous voyez que les gens qui recevaient un booster avaient une probabilité de décès qui était nettement moins importante que ceux qui ne recevaient pas de booster. Et si on comparait, mais dans cette étude, ce n'était pas possible parce que tout le monde était vacciné, à quelqu'un qui n'était pas vacciné du tout, on aurait une autre courbe qui serait encore beaucoup plus haute que ça. Donc le fait de faire une troisième dose, ça protège contre le fait d'avoir la maladie et ça protège aussi énormément contre les formes graves. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors est-ce que c'est vrai pour l'Omicron? Parce que finalement, toutes les données que je vous ai montrées là, c'était pour le Delta. Est-ce que c'est vrai pour l'Omicron? Donc vous avez cette donnée tout à fait récente là, qui s'intéresse justement à l'effet d'avoir une troisième dose de vaccin, un rappel, donc que ce soit de l'Omicron ou que ce soit du Delta. Vous avez l'Omicron sur ces lignes-là, sur les deuxièmes lignes, et vous voyez que avoir 3 doses de vaccin ARN par rapport à quelqu'un de non vacciné, vous diminuez le risque de faire une forme symptomatique de Covid de façon très importante, effectivement de façon beaucoup plus importante pour le Delta que pour le Micron, mais également pour le Micron. Donc ça protège, on diminue le risque d'à peu près 70%, ça protège de faire la maladie. Et si vous comparez 3 doses versus 2 doses dans cette diapositive-là, vous voyez quand même un effet. Donc en fait, c'est bien la troisième dose qui a un intérêt sur le Micron, et il faut bien faire les 3 doses sur le Micron. Maintenant, on a des données parfaitement solides là-dessus, sur à la fois les cas, c'est-à-dire le fait de faire une Covid symptomatique, mais également les formes graves. Je vous montre aussi une autre idée. Alors là, cette étude-là, elle est sortie au début, ce week-end. Donc c'est vraiment tout récent et elle a l'intérêt de comparer les différents vaccins. Vous avez ici le vaccin AstraZeneca et qui reçoivent en booster n'importe quel des 2 vaccins ARN, soit le Pfizer, soit le Moderna. Ici, un vaccin Pfizer, et ici, un vaccin Moderna en première dose et qui reçoit l'un des 2 autres ARN en booster. Donc là, cette étude-là a l'intérêt de comparer les 3 grands protocoles de vaccination initiale qu'a reçu notre population. Et bien, vous voyez que l'effet booster, là, vous avez Delta en noir et Omicron en gris, et ben marche pour tous les 3 vaccins, avec toujours cette moindre efficacité sur Omicron que sur Delta. Et vous avez entendu dire que le Moderna était peut-être un peu plus efficace pour l'Omicron que pour Delta. C'est retrouvé ici dans cette publication. Il y a un peu plus de protection avec un booster Moderna qu'avec un booster Pfizer. Alors, ce qu'on voit aussi sur cette étude, c'est que vous voyez que bon, ça diminue quand même. Ça diminue. Et donc, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est un peu la question. Et donc, on pourrait se poser la question d'une 4e dose, même si pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'une 4e dose
soit tout à fait intéressante. Donc ça, c'est des données scientifiques, d'études scientifiques, mais qu'est-ce qui se passe en vie réelle? Et bien là, je vous ai refait une courbe grâce à Covid Tracker, encore une fois, je vous fais de la pub, mais vous voyez que selon que les patients sont non vaccinés ici en rouge ou partiellement vaccinés mais sans booster, et bien là, vous avez les cas positifs de Covid et vous avez les cas avec le booster ici en noir, vous diminuez la probabilité de Covid de façon très importante en ayant le booster dans la vraie vie. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir des données de vraie vie. La vraie vie ne reproduit pas toujours ce que font les études scientifiques. Bah là, en l'occurrence, ça reproduit. Et ça reproduit aussi sur les formes graves. Vous avez les taux d'admission ici, qu'on soit partiellement vacciné, c'est-à-dire sans rappel ou avec le rappel. Vous voyez que vous diminuez par rapport aux non vaccinés le nombre d'hospitalisations. Et puis pour le décès, bah, c'est pareil, hein. Il y a beaucoup moins de risques de décès si on a les 3 doses que si on n'a pas les 3 doses. Et de notre expérience hospitalière, les gens qui vont en réa avec l'Omicron ou avec d'autres bien vaccinés, ce ne sont que les immunodéprimés. En réa, là, actuellement, on a soit des non immunodéprimés et non vaccinés, qui font les formes graves classiques comme on avait au début, soit des gens bien vaccinés mais immunodéprimés. On n'a pas de gens non immunodéprimés vaccinés qui viennent en réa et donc qui décèdent, ça n'existe pas. On a une question par rapport à l'étude que tu viens de présenter, là, de mars 2022. Est-ce que le booster Moderna, il était fait en demi-dose ou en dose pleine? Il était fait en demi-dose. Merci. Alors, on a vu l'effet de la vaccination sur le survenu de Covid. On a beaucoup entendu qu'à un moment, hein, notamment dans le dernier trimestre 2021, on a beaucoup entendu que les vaccins ne protégeaient plus contre la maladie, mais au moins on ne faisait pas de forme grave. Ah non, je vous ai montré que ça protège aussi contre la maladie. Et puis on a beaucoup entendu que ça ne protégeait pas contre la transmission. Alors que pourtant, là, et depuis assez longtemps, finalement, on a des données qui montrent qu'il y a beaucoup moins de risques de transmission si on est vacciné que si on n'est pas vacciné. Vous avez ici, sur la partie centrale du tableau, les différents paramètres, que ce soit la charge virale, la durée d'excrétion du virus, les symptômes ici, selon qu'on est non vacciné ou ici, partiellement ou complètement vacciné. Et vous voyez qu'à chaque fois, dans tous les domaines, finalement, le fait d'être vacciné, ça diminue l'expression virale, ça diminue la durée d'évolution des symptômes, et donc en fait, ça diminue la contagiosité. Donc ça, on le savait en fait depuis assez longtemps. Ce qu'on ne dit pas, c'est que d'être vacciné, ça empêche complètement la transmission. Ça, c'est pas vrai, effectivement, mais ça la diminue de façon très importante. Et donc ça, c'est toujours intéressant. Et puis, on a d'autres données maintenant qui sont arrivées de façon plus tardive. Encore une fois, on reprend les cycles de PCR et on compare les gens soit non vaccinés, soit avant que la vaccination soit efficace, la charge virale dans les sécrétions lymphocytaires des patients, ou alors des gens qui ont été vaccinés après une période durant laquelle le vaccin est efficace, mais qui ont quand même fait le Covid, bah, vous voyez que la charge virale diminue franchement de façon importante par rapport aux gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc oui, les vaccins diminuent contre la transmission. Et ça explique pourquoi il y a ces règles qui ont évolué au début de l'année, hein, qui fait que si on est complètement vacciné, en fait, on s'isole de façon beaucoup plus courte maintenant qu'auparavant. Et si le test d'ailleurs à 5 jours est négatif, on peut lever l'isolement. Donc c'est grâce à ça, c'est qu'on sait que le fait d'être vacciné, ça diminue la contagiosité, ça diminue la transmission. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir des mesures d'isolement très drastiques. Et si on n'est qu'à contact d'un patient certain, mais qu'on est parfaitement vacciné, on n'a plus besoin de s'isoler parce que finalement, la probabilité qu'on devienne positif est faible. Et si jamais on devient positif, la probabilité qu'on soit transmetteur est faible. Donc, c'est normal qu'on ne les isole pas. C'est sous-tendu par des preuves scientifiques assez importantes. Et donc, oui, ça ne protège pas à 100% de la transmission, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et on aimerait qu'il soit plus efficace sur la transmission, ça c'est vrai. Tout à fait vrai. Mais ça protège quand même. Ça diminue énormément la contagiosité. Alors, maintenant que je vous ai fait ce laïus sur tous les vaccins, où on en est en France, là aussi c'est une carte de Covid Tracker hein, que vous voyez ici. Et ben, vous voyez qu'on a une couverture vaccinale en France qui est plutôt bonne. Hein. Vert foncé, c'est tous les gens qui ont eu le rappel. Hein, donc on est à 60% de la population. Vert à moitié, c'est ceux qui ont eu 2 doses. Et puis le vert clair, c'est ceux qui viennent de commencer la vaccination.
puis les gris, c'est les non-vaccinés. Donc, on reste quand même avec une proportion de non-vaccinés assez important, mais c'est intéressant. En termes de répartition géographique, je n'ai pas pu m'empêcher de faire de la pub pour la Bretagne. Et vous voyez que l'ouest de la France est une région qui est plutôt bien vaccinée d'une façon générale, même si en Bretagne, mon département est le moins bon. Bravo pour les Brestois. Paris est plutôt pas mal aussi. Et puis dans le monde où on en est, vous voyez que la France n'est pas si mauvais, hein. Et moi, ça a été vraiment un agréable surprise. On a toujours dit que la France était un pays très réfractaire au vaccin. Cette épidémie nous montre que peut-être que la France gueule beaucoup, mais elle fait quand même. Et vous voyez que des pays, et d'ailleurs d'autres pays qui étaient dits réfractaires au vaccin, je pense à l'Espagne et je pense à l'Italie, font aussi bien que nous. Et puis des pays qui étaient censés être très rigoureux et très suiveurs comme l'Allemagne, l'Israël, la Suisse, vous voyez qu'ils font beaucoup moins bien que nous, hein. Donc on est plutôt, et les Anglais aussi, hein, les Anglais étaient plutôt considérés comme des bons élèves de vaccination. Vous voyez qu'on est plutôt bien lotis et ça vaut le coup de le dire, quoi. Alors, dans les vaccins, il y a un nouveau, hein, le Novavax, qui est un vaccin dit classique, hein, c'est-à-dire que ça n'utilise pas ni la vectorisation virale comme l'AstraZeneca et le Janssen, ni la technologie de l'ARN messager pour le Pfizer et le Moderna. C'est un vaccin à particules virales, c'est des nanoparticules de protéines spike. Recombinantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont synthétisées au laboratoire. C'est pas sur des cultures de virus. Elles sont synthétisées au laboratoire. C'est un vaccin qui est adjuvanté. Il y a 2 injections en 21 jours d'intervalle. L'étude est bien faite, hein, 7000 patients dans chaque bras en gros. Il n'y a pas d'Omicron et on voit une efficacité qui est correcte après 2 doses à 89%. J'ai quand même l'impression que ce vaccin arrive un peu en retard, mais voilà, c'est un vaccin qui est correct. Donc, si ça permet à certaines personnes qui ne voulaient pas des autres vaccins d'être vaccinées, il faut y aller, hein, ça, il n'y a pas de problème. En termes d'effets secondaires, il n'y a vraiment pas d'alerte pour l'instant. Par rapport aux autres vaccins, c'est ça qui est un peu interpellant quand même, c'est qu'il y a plein de personnes qui disent « moi j'ai peur des autres et donc je voulais attendre qu'il y ait un vaccin classique qui arrive, donc je me fais le vaccin classique ». Si on regarde les vaccins ARN, il y a plus de 7 milliards d'individus qui ont reçu au moins une dose. Il n'y a aucun médicament qui a un suivi de pharmacovigilance comme celui-là. Aucun. Parce que 7 milliards d'administrations d'un médicament à un individu, à des individus avec surveillance étroite, et il n'y a quasiment rien qui apparaît. Bon, donc les personnes ont moins peur, ils veulent faire celui-là, mais celui-là, on a juste 14 000 personnes hein, de recul. Voilà. Bon, je ne suis pas inquiet hein, sur ce vaccin-là, mais on a plus de recul en termes de tolérance pour les vaccins ARN que pour celui-là, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions sur les vaccins avant qu'on finisse pour les traitements? Non, il n'y a pas de questions sur les vaccins. On aura ensuite une question sur le Covid long, mais peut-être qu'on fera après les traitements. Oui, je n'avais pas trop prévu d'en parler, mais on en parlera aux questions, il n'y a pas de souci. Alors, les traitements, et effectivement, on en parlera après les traitements. Les traitements, il y a 3 grands types de traitements possibles. Il y a ce qu'on fait alors qu'on peut le faire aussi à l'hôpital, mais ce qu'on peut faire chez les patients en ambulatoire, c'est-à-dire l'administration d'anticorps monoclonaux, on va en reparler d'antiviraux. Et puis il y a les traitements, je ferai juste 2 mots sur ce qu'on peut faire en hospitalisation, mais on va surtout parler des autres. Alors, les anticorps monoclonaux, donc vous savez, ce sont des anticorps qu'on synthétise au laboratoire et qui vont cibler certaines parties du virus, notamment la protéine spike, qui est la même cible du virus, pour neutraliser le virus avant qu'il provoque la maladie. Et il y en a eu plein qui ont été développés, mais malheureusement, beaucoup ne sont plus efficaces. Je vous ai mis ici un travail qui a été fait par l'OMS qui regardait quelles étaient l'efficacité selon les variants que vous voyez ici, hein, le Omicron et le violet, là. Delta, c'était le rouge. Et selon les différents variants, et on voit qu'il y a plein d'anticorps. Finalement, si vous êtes à droite de la droite, là, vous diminuez votre réduction. Ça, c'est le niveau de réduction d'efficacité. Donc, vous voyez que la plupart tirent à droite, et donc les anticorps qui ont été faits sont de moins en moins efficaces
du fait de l'apparition des variants. Alors le Ronapreve, on en a beaucoup parlé, on en a fait beaucoup jusqu'à la fin de l'année dernière, qui était assez efficace sur le Delta. Non, le rouge, pardon, c'est Omicron. Et ben ça marche plus, en fait, ça marche plus, donc on n'en fait plus. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il y a le Sotrovimab qui reste et qu'on peut faire encore. Et puis, il y a l'Evulsheld qui, lui, est fait en préventif, on va en parler après, et qui est la combinaison de 2 anticorps. Mais vous voyez que sur les 2 anticorps de l'Evulsheld, ici en vert, ben, il y en a un qui marche plus. Hein. Il n'y a que celui-là qui marche un petit peu. Voilà. Donc, on a de moins en moins d'anticorps. Il est possible qu'on en ait des nouveaux. Hein. Vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont en cours de développement qui pourraient être efficaces aussi. Mais c'est vrai que les variants vont tellement vite que c'est difficile de suivre la route pour les anticorps. Alors, quelles sont les données scientifiques sur ces anticorps? Vous avez d'abord le Sotrovimab, hein, qui s'appelle le Xévudi, si je ne dis pas de bêtises en nom de spécialité. On prescrit nous qu'en DCI, donc c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal moi avec le nom de spécialité. Il a été évalué chez les patients en ambulatoire, 583 patients, 290 à peu près dans chaque groupe, qui étaient considérés comme des patients à risque, sauf que tous les immunodéprimés étaient exclus. Donc, c'était des personnes soit obèses, soit âgées, soit qui avaient de l'insuffisance cardiaque ou respiratoire, soit qui avaient du diabète. Et il fallait l'administrer dans les 5 premiers jours d'évolution des symptômes ou du diagnostic, enfin d'évolution des symptômes. Ce n'étaient que des patients ambulatoires et il n'y avait pas d'Omicron. Et on retrouvait une réduction de risque de 85%. Vous voyez que dans le groupe placebo, il y avait 21 patients qui allaient faire une maladie qui allait nécessiter une hospitalisation. Il n'y a aucun effet sur la mortalité de l'anticorps, mais 21 patients, parce que le critère de jugement principal, c'était soit hospitalisation, soit décès pour le Covid. Donc 21 patients vont être hospitalisés sur 292 s'ils reçoivent du placebo et seulement 3 dans le Sotrovimab. Donc ça fait 85% d'efficacité. En gros, il fallait traiter 16 patients pour éviter un épisode, ce qui est un chiffre qui est plutôt correct. À ceci près que si on peut réfléchir un petit peu différemment, c'est que pour administrer le Sotrovimab, il faut hospitaliser les malades. Donc il faut faire 16 jours d'hospitalisation, 16 hospitalisations de jour pour éviter une hospitalisation. Bon, une question de rationalité là, qui, moi, m'a toujours un petit peu interrogé, pour rien me cacher. Pour les patients hospitalisés, ça ne marche pas. À partir du moment où les patients sont hospitalisés pour un Covid, enfin, nécessitent d'être hospitalisés pour un Covid, notamment avec de l'oxygène, mais même sans oxygène, ça marche. Donc, ça ne marche vraiment qu'en stade précoce, notamment parce que là, les patients sont hospitalisés finalement assez tardivement. Ça ne marche qu'en phase précoce chez les patients qui ont un diagnostic de moins de 5 jours. Donc, voilà, c'est bien le Xévudi. Que dit l'HAS? Voilà, les indications, c'est le traitement de la COVID chez les patients adultes ou adolescents non oxygénés récurrents à risque d'évoluer sur une forme sévère. Les modalités d'administration, vous les avez ici. Et les formes sévères, donc Audrey Lebot, qui est notre chef de clinique, nous a fait un tableau synthétique que je vous mets ici. Voilà les populations cibles du Xévudi. Bon, vous voyez que ça fait pas mal de monde quand même, quoi. Et ça, vous aurez ça sur les diapos de toute façon. Donc on en fait, mais en fait, il faut qu'on puisse le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir un lit disponible pour administrer le Xévudi, ce qui n'est pas toujours facile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la perte de chance n'est quand même pas gigantesque. Ça n'a aucun effet sur la mortalité. Donc, ne pas pouvoir réussir à faire l'anticorps monoclonal, ce n'est pas un grand drame. Il faut essayer de le faire, c'est-à-dire que nous, on met vraiment de la bonne volonté pour essayer de le faire au maximum, mais on a des capacités qui sont limitées. Donc, si on ne peut pas accueillir les malades pour le faire, ou si on a des possibilités d'hospitalisation à domicile pour le faire, si nos collègues de l'hospitalisation à domicile ne peuvent pas les accueillir dans le délai imparti, bon, c'est dommage, mais ce n'est pas d'une gravité essentielle. Alors, pour les Vusheld, c'est une injection intramusculaire qui est valable 6 mois. Donc ça, c'est l'énorme intérêt de cette molécule-là. Hein. C'est qu'en fait, c'est un traitement préventif qui évite chez les personnes à risque de faire du Covid. Et l'intérêt, c'est que c'est chez les patients qui n'auraient pas répondu à la vaccination. Alors, je vous parlerai des données scientifiques juste après. Mais donc l'intérêt, c'est que vous le faites une fois et les patients sont protégés pendant 6 mois. Donc ça, c'est intéressant. Ça garde, semble-t-il, une petite activité sur l'Omicron, mais on a du mal à savoir. Et puis surtout, le problème, c'est qu'il n'y a pas de publication scientifique. L'HAS a
autoriser son utilisation précoce sur une forte présomption d'efficacité. Hein. L'HAS est tout à fait honnête, c'est-à-dire qu'elle dit bien qu'il n'y a pas de certitude, mais c'est une forte présomption d'efficacité à partir des données fournies par le laboratoire, que je vous mets ici, 3500 patients dans le groupe anticorps versus 1750 dans le groupe placebo. Il n'y avait pas d'immunodéprimés, ou en tout cas très peu, peu de vaccinés, et on réduit le risque de Covid symptomatique de 76%. Il y avait 8 Covid dans le groupe Evusheld contre 17 dans le groupe placebo. Bon, ça veut dire qu'il faut traiter 125 patients pour éviter un cas. Bon, voilà. Là aussi, c'est pareil. Alors, quand on regarde ça, et puis surtout quand on regarde les effets c'est qu'il n'y avait pas d'effet sur la mortalité, et puis il y a eu quand même 9 infarctus du myocarde versus 2 dans le groupe placebo, pardon. Il y a eu 9 infarctus du myocarde dans le groupe Evusheld versus 2 dans le groupe placebo. Donc c'est pour ça que nous, par exemple, à la Société de pathologie infectieuse de langue française, on a recommandé s'il y a 2 facteurs de risque cardiovasculaire, il vaut mieux pas administrer ce médicament-là. Donc quand on voit tout ça, on n'a pas trop envie de le faire. Ceci dit, si on réfléchit un peu différemment, on a fait des vaccins à des grands immunodéprimés, alors qu'on savait que ça ne marcherait probablement pas. Je pense aux gens qui avaient du rituximab pour des lymphomes, des choses comme ça. Mais on a fait les vaccins. Ce médicament-là qui se fait en une fois et on est valable 6 mois, c'est sûr qu'on n'est pas sûr que ça serve à quelque chose. Si on exclut les facteurs de risque cardiovasculaire, la tolérance est franchement excellente. Bon, il y a plus comment dire, d'arguments théoriques que ça marche que les vaccins, en fait, chez ces patients. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire les vaccins, mais si on a fait les vaccins, ce n'est pas idiot de se dire qu'il faut leur faire ce médicament-là, et parce qu'il y a un énorme intérêt une fois pour tous les 6 mois. Mais je ne suis pas sûr que ça marche, quoi, vraiment. Je ne suis pas sûr. Donc, voilà un peu les recommandations de la NSM et de l'HAS. Vous voyez que les facteurs cardiovasculaires n'apparaissent pas et nous, on les a rajoutés. Hein, ça, je pense que ça me semble être la sage précaution. Donc, c'est vraiment très intéressant chez les immunodéprimés qui ne répondent pas à la vaccination, quoi. Très certainement, vous avez la liste ici, hein, des patients qui sont à risque. Est-ce que vous avez des questions sur les anticorps monoclonaux? Non, il n'y a pas de questions sur cette partie, Mathieu. Alors, les antiviraux maintenant. Donc, je vais vous en parler de deux. Alors, le Paxlovid, qui est en fait le j'arrive jamais à le prononcer, mais vous pouvez le lire ici, le nirmatrelvir, qui est en fait associé au ritonavir. Alors, pour ceux qui ont connu, vous savez que dans l'infection par le VIH, on utilisait des molécules qu'on appelait des inhibiteurs de protéase. Le nirmatrelvir est un inhibiteur de la protéase du SARS-CoV-2. Dans le VIH, on utilisait des inhibiteurs de la protéase du VIH, bien évidemment, et on le boostait avec le ritonavir, qui est un énorme inhibiteur enzymatique. C'est le plus fort inhibiteur enzymatique qu'on ait dans la pharmacopée. Et ça permet de récupérer une activité plus importante du nirmatrelvir sans augmenter les doses de façon aberrante. Donc en fait, le nirmatrelvir est obligatoirement associé à du ritonavir. Et donc vous avez 2 comprimés. Donc l'étude qui a validé son utilisation, c'est ça, hein, c'est une étude randomisée en double aveugle, un peu plus de 2000 malades, les patients à risque, et on l'a administré dans les 5 jours. C'est que des patients ambulatoires. L'intérêt, c'est qu'il y avait 50% de patients séropositifs, soit qu'ils avaient déjà fait le Covid, soit qu'ils étaient vaccinés. Donc c'est un peu plus proche de notre population actuelle, sauf qu'il n'y avait pas de micron. Et on voit quand même que voilà, c'est toujours les mêmes critères d'évaluation, hein, c'est-à-dire hospitalisation ou décès. On voit qu'il y a une efficacité, puisqu'il y avait 44 patients qui allaient faire une hospitalisation pour Covid ou un décès dans le groupe placebo, versus 5 si on les traitait dans les 3 jours, et 66 versus 8 si on les traitait dans les 5 jours. Plus on les traite tôt, probablement plus c'est efficace. Sur la mortalité, vous voyez qu'on voit quand même un signal, même si ce n'est pas significatif statistiquement, mais on a l'impression de voir un signal. Donc c'est une molécule qui a l'air quand même d'être intéressante pour prévenir la maladie et l'évolution vers la forme grave. L'efficacité était jugée à 89%. Alors, donc ça, c'est plutôt rassurant. L'énorme problème du Paxlovid, c'est sa difficulté de prescription. Je vous ai mis ici, vous avez les fiches du ministère qui sont plutôt bien faites, qui vous donnent les doses recommandées. Alors ça, c'est le nirmatrelvir, enfin, j'arrive jamais à le prononcer, plus le ritonavir. Donc, vous voyez que c'est 3 comprimés x 2 par jour. 2 du nirmatrelvir et
un du Norvir, enfin du ritonavir, pardon, par voie orale toutes les 12 heures pendant 5 jours. Vous avez les indications, donc ça c'est plutôt pas mal fait, les contre-indications, et c'est pas mal fait. Mais par contre, c'est très compliqué parce qu'il faut s'inscrire sur une plateforme que vous voyez ici. C'est assez compliqué à le faire. Vous allez avoir une prescription que le patient va montrer au pharmacien. Si le pharmacien de ville peut l'avoir dans les 5 jours, il va le donner. Sinon, il faudra que le patient aille dans la pharmacie hospitalière, enfin bon, etc. etc. En gros, il faut compter 3 quarts d'heure pour la prescription. Pour votre premier malade, il faut compter 3 quarts d'heure de prescription. Après, plus vous en faites, plus ça va vite. Hein. Mais au début, c'est 3 quarts d'heure. Et puis, je vous montre ici toutes les interactions médicamenteuses. Et ça, c'est le gros message. C'est que si vous prescrivez du Paxlovid, il faut que vous fassiez attention aux interactions médicamenteuses. Je vous ai remis toutes les listes ici pour que vous les ayez, mais vous voyez qu'elles sont très importantes. Il y en a énormément. Et franchement, si vous êtes dans des interactions médicamenteuses très dangereuses, la question du rapport bénéfice-risque se pose, clairement. Donc, vous voyez que c'est assez nombreux quand même. Hein. Il y en a beaucoup. Donc, discuter de cette molécule de prescription qui est vraiment très complexe, alors même là, c'est sa prescription qui est très complexe. Mathieu, on t'entend très mal là. Intrinsèquement, ça a l'air d'être plutôt un bon médicament. Dont on a montré. Ah, alors qu'est-ce que vous avez loupé? Qu'est-ce que vous avez Juste la loupé? conclusion. Je pense que tu disais qu'il y avait beaucoup Vous d'interactions, m'entendez même mieux si là? intrinsèquement, ça a l'air d'être un bon médicament, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est un bon D'accord. médicament, mais il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Alors, l'autre médicament, c'est le Remdesivir, dont on avait beaucoup parlé l'année dernière. Et je vous remonte ici l'étude qui avait comparé le Remdesivir à un placebo dans le Covid. Et cette étude était assez démonstrative, dans le Covid actif. Hein. Vous voyez qu'il n'y avait aucune efficacité du Remdesivir. Aucune. Et c'est pour ça que l'OMS, d'ailleurs, recommandait de ne pas utiliser le Remdesivir dans le Covid. Et ben, il est revenu au goût du jour par cette étude qui a été publiée au début d'année et qui essayait de positionner le remdesivir un peu comme le Paxlovid en prévention. Donc randomisé, 562 patients, 280 par groupe, dans les 7 jours qui suivent le début des symptômes. C'est toujours les mêmes patients à risque, patients ambulatoires, il n'y avait pas d'Omicron. Et alors le problème, c'est donc c'est pour éviter une hospitalisation. Bah, le problème, c'est qu'il faut leur faire 3 jours d'hospitalisation pour leur administrer les médicaments par voie IV. Et ça a l'air d'avoir une efficacité modeste, mais ça a l'air d'avoir une efficacité, mais surtout, encore une fois, ça paraît contre-productif pour éviter des hospitalisations, d'hospitaliser les malades pendant 3 jours pour avoir les molécules par voie IV. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas trop recommandé. En pratique. Voilà, mais si vous aviez entendu parler que le remdesivir revenait sur le devant de la scène, bah, c'est à cause de ça, à cause de cette étude-là. Moi, j'en ai jamais prescrit, enfin j'en avais prescrit dans les études évaluant l'efficacité dans le Covid au début de l'année, enfin dans l'année 2020, mais depuis, on n'en a jamais prescrit. Alors, qu'est-ce qu'on fait en hospitalisation? En hospitalisation, c'est toujours la même chose, c'est la dexaméthasone hein, qui montre qu'il y a un effet sur la mortalité, et donc il faut le faire chez les patients qui ont de l'oxygène, et plus ils sont graves, plus c'est intéressant. Par contre, chez les patients qui n'ont pas d'oxygène, la dexaméthasone est plus délétère. C'est pour ça qu'en ambulatoire, si vos patients n'ont pas d'oxygène, il ne faut pas donner de corticoïdes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui reste solide en termes d'utilisation. On fait de l'anticoagulation préventive. Il y avait eu beaucoup de questions pour savoir s'il ne fallait pas faire de l'anticoagulation curative d'emblée. Maintenant, on sait que c'est de l'antibiothérapie préventive, l'anticoagulation préventive. On ne donne pas d'antibiothérapie systématique, clairement. La probabilité de surinfection bactérienne est très faible. Et puis, il y a d'autres traitements qu'on peut discuter dont les niveaux de preuve sont modestes, mais qu'on peut discuter selon les situations, notamment le tocilizumab assez modeste, ou le barcitinib, mais c'est vraiment dans des situations très particulières. Et voilà, c'est difficile de recommander. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Je ne crois pas que ce soit la fin de l'épidémie, mais c'est peut-être la fin de son impact sur la société et sur le système de santé. Je crois qu'on peut l'espérer en tout cas, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc on peut être optimiste, certes, mais restons prudents. C'est ça que je voulais vous dire. Je rallume ma caméra. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, il y avait une question, Mathieu, donc justement, où en est-on de la recherche sur le Covid long? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point là-dessus? Alors, la recherche sur le Covid long, il y a plusieurs choses. Déjà, sur la physiopathologie, on reste interrogatif, même s'il y a de plus en plus de données pour penser que c'est quand même de la dysimmunité post-Covid long. Mais malheureusement, les traitements qu'on donne habituellement dans la dysimmunité, notamment les corticoïdes, ne marchent pas bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces symptômes persistants post-infection, on les connaissait déjà avec beaucoup de maladies. Là, on en a vu beaucoup plus pour deux raisons. Oui, le Covid a l'air d'en donner beaucoup plus que d'autres maladies, ça c'est vrai, et des tableaux très particuliers en plus. Et puis surtout, on a eu tous les cas en même temps, donc c'était beaucoup plus facile de les identifier. Mais sachez quand même que ces symptômes persistants post-infection, ça existe avec plein d'autres maladies. Pour le Covid, ils sont très particuliers avec des symptômes toujours à peu près identiques. C'est probablement la dysimmunité. Ce qu'on sait, c'est que alors, je vais éteindre ma caméra de nouveau. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on te réentend bien. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, Ce qu'on sait, c'est que des programmes de réadaptation organisés améliorent clairement les malades. Ça, c'est très vrai. Sur le site de la HAS, vous avez des fiches qui sont plutôt bien faites. Et maintenant, dans chaque région, il y a des centres de prise en charge spécialisés, mais notamment les kinés, les orthophonistes sont vraiment bien formés maintenant et font vraiment des accompagnements de patients de façon super. Et ça améliore les malades. Dernière chose qu'on peut dire sur le Covid long, c'est qu'on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, en tout cas de nouveau. Il y a encore des patients qui ont toujours leur Covid long qui ne s'améliorent pas, ça oui, mais on en voit nettement, nettement, nettement moins. Alors là où on ne sait pas bien non plus pourquoi, est-ce que c'est une question de variant? Est-ce que c'était le variant originel qui en donnait beaucoup, le variant en donne moins? Ou est-ce que c'est une question de vaccination? C'est-à-dire, est-ce que la vaccination n'a pas prévenu l'apparition de Covid long? On ne sait pas, mais force est de constater qu'avec le Delta, on en a vu beaucoup moins, et avec l'Omicron, on n'en voit pas. Donc, on ne sait pas si c'est une histoire de variant ou si c'est une histoire de vaccination qui protège contre le Covid long. merci beaucoup Mathieu. Écoute, on a encore une autre question au sujet de l'azithromycine. Est-ce que l'azithromycine a une efficacité antivirale? Non, enfin pas sur le SARS-CoV-2 en tout cas. Donc l'azithromycine a été montré clairement comme étant délétère même. Autant l'hydroxychloroquine toute seule, ça a montré que ça n'avait aucun intérêt, mais ça n'a pas montré d'effet ou l'azithromycine majeur. Autant si vous l'azithromycine a clairement montré comme et un peu été montré l'azithromycine comme étant délétère. D'accord, Je disais que l'azithromycine a été montré comme étant délétère. d'accord. On a une autre question encore au sujet de la 4e dose de vaccin. Est-elle envisagée ou pour quelle population? Est-ce que tu, en faisant partie des différentes commissions, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, il y a une population pour laquelle on sait que c'est important, c'est les grands immunodéprimés. Ça, oui. 4e, voire 5e, hein, selon le délai dans lequel ils ont eu leur 4e. Ça, c'est tout à fait vrai. Pour la population non immunodéprimée, on n'a pas de certitude sur l'intérêt. Vraiment pas. Et donc, pour l'instant, on est non pas réticent, parce que ça ferait pas de mal, mais franchement, on ne pense pas que ce soit quelque chose de très intéressant, en tout cas en l'état actuel des choses. Mais il faut qu'on se donne du temps pour ça. En fait, là, ce qu'on ne sait pas actuellement, c'est probablement que l'immunité après la 3e dose va diminuer avec le temps. Mais la question, c'est au moment où dans la population, cette immunité aura diminué, est-ce qu'il y aura encore besoin de se vacciner? Dans le sens, si l'épidémie n'a plus beaucoup d'impact sur le système de santé,
est-ce que c'est vraiment important de se vacciner, enfin d'engager en tout cas une vaccination populationnelle pour cette maladie-là? Pas sûr. Par contre, individuellement, chacun pourra le faire s'il le veut. Ça, il n'y a pas de problème, bien sûr. Mais envisager une vaccination populationnelle, si l'épidémie n'a plus beaucoup d'impact, enfin, ce sera discutable, quoi. Donc pour l'instant, on ne sait pas si on fera une 4e dose ou pas. Ok, alors on a une nouvelle question sur le Covid long. Si, en plus de la rééducation, est-ce que il y aurait des avancées sur un traitement curatif du Covid long ou pas? Non, non, vraiment, le traitement curatif, c'est la réadaptation. Il y a des situations où des gens, on peut donner du Gutron ou des choses comme ça quand il y a des hypotensions orthostatiques très importantes qui marchent plutôt pas mal. Il y a des exceptionnelles formes où on les traite avec corticoïdes, mais la plupart du temps, ça marche pas. Il n'y a pas de traitement curatif. Là, il y a la question de l'effet de la vaccination. En gros, la vaccination, il y a la moitié des Covid longs auxquels ça fait rien. Un cas auquel il y a une aggravation transitoire des symptômes et qui redeviennent l'état antérieur au bout d'un mois, et puis un quart qui s'améliore sous vaccination. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on sait pas enfin, on n'a pas l'impression que le vaccin ait moindre influence dans un sens ou dans un autre, quoi, en gros. Donc, il n'y a pas de traitement curatif du Covid long, non. Si ce n'est la réadaptation qui marche plutôt bien. D'accord. Alors on a une question justement, toujours à propos de la 4e dose. Est-ce que les soignants, il avait été question d'une 4e dose pour les soignants après 4 mois de rappel. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? C'est pareil que dans la population générale, pour l'instant, on n'a pas l'impression que le bénéfice soit gigantesque. Donc plutôt non. Pour l'instant, hein. D'accord. Et que penses-tu de la vaccination chez l'enfant? Est-ce qu'elle te semble vraiment nécessaire? Alors, elle m'a clairement semblé nécessaire à partir du mois d'octobre, puisque l'épidémie avait clairement changé. Jusque-là, les enfants étaient très peu touchés, et c'est à partir du mois d'octobre où l'incidence, enfin, les enfants étaient la population qui était la plus touchée, et donc il y avait un intérêt individuel pour eux, à 2 raisons. Il y avait moins de formes graves, même si les formes graves sont très rares chez l'enfant. Si tous les enfants étaient touchés, on en aurait vu, et il y avait beaucoup plus de PIMS, de choses comme ça. Mais même au-delà de ça, l'intérêt individuel de la vaccination, c'est que ça leur permettait d'être le plus à l'école possible. Et ça, c'était un intérêt majeur. Puis il y avait un intérêt populationnel, puisque je vous ai quand même montré que la vaccination diminue les risques de transmission, même si ça ne l'arrête pas. Et donc, plus il y aurait de personnes vaccinées, moins il y aurait de transmission. Et donc, l'épidémie allant au rythme auquel elle allait, il fallait bien vacciner les enfants pour essayer de la contrôler au maximum. La question, ça va être de savoir s'il va falloir continuer à les vacciner. Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que quand la population, toute la population aura une immunité au moins partielle, soit vaccinale, soit naturelle, soit mixte, bah, encore une fois, si l'épidémie n'a plus d'impact sur la société, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à vacciner les enfants? Probablement pas. Mais il y a eu clairement un intérêt à vacciner les enfants. Il y a encore actuellement un intérêt à vacciner les enfants. Je ne sais pas combien de temps durera cet intérêt-là, par contre. Il est probable que ce soit les enfants chez lesquels on arrête le plus tôt, puisque l'intérêt sera très vite modeste pour eux. Mais pour l'instant, il y a encore un intérêt. D'accord. Et à ton avis, est-ce qu'il faudra continuer à dépister les cas contacts? Non, alors enfin, pour l'instant, on continue à le faire, mais là, franchement, ça doit être un truc qui va s'arrêter vite, hein. Tu vois, ça va avec ce que je dis tout à l'heure, c'est que si l'épidémie n'a plus d'impact, il faut être large, il faut lâcher un peu la grappe des gens, quoi. Donc les cas contacts, il faut arrêter de les dépister. Et même à un moment, hein, les cas positifs, il faut arrêter qu'ils arrêteront d'être isolés s'ils vont bien. C'est ce que font les Anglais d'ailleurs maintenant. Alors, et donc, il nous reste encore quelques petites questions. Est-ce que il y a actuellement des nouvelles versions des vaccins ARN qui sont en cours ou pas? Est-ce que c'est encore au goût du jour? Bah oui, oui, il y a un vaccin qui a été fait, qui est en train d'être fait pour Omicron. Mais en fait, je crois qu'il arrivera trop tard.
Les variants ont quand même une dynamique excessivement rapide, hein. Je vous ai montré la diapositive, vous voyez, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure quelques mois, quoi. Donc en fait, ils arrivent trop tard, quoi. Le temps de faire des études d'enregistrement, parce que même si on les fait très vite, ça prend au moins 6 mois, hein. C'est ce qui s'est passé pour les vaccins initiaux. En fait, le variant, il a déjà changé, quoi. Donc, oui, il y a des vaccins Omicron qui sont en cours de développement chez Moderna et Pfizer, mais je pense qu'ils arriveront tôt tard. D'accord. Et donc, on a une question assez précise encore sur la 4e dose. Est-ce qu'il faudrait une 4e dose pour les plus de 80 ans qui ont reçu leur 3e dose en septembre? Donc, effectivement, il y a 6 mois. Pareil, a priori, non, le bénéfice n'est pas majeur. Ces personnes-là restent protégées contre les formes graves. On a tous vu des personnes de plus de 80 ans qui refaisaient des Covid, là, mais restent assez protégées contre les formes graves. Le bénéfice populationnel me semble pas évident. Par contre, individuellement, ça me choque pas enfin voilà, si quelqu'un veut se refaire vacciner, ça me choque pas, moi. Mais on n'est pas sûr que le bénéfice soit majeur, quoi. Voilà, encore. D'accord. Et donc là, on a également une question très opérationnelle avec la suppression du port du masque. Comment faire dans les salles d'attente des professionnels de santé? J'ai envie de dire que maintenant, ça va être vous allez garder votre masque, de toute façon. Je pense que il va falloir prévoir des aérations régulières de ces salles d'attente et rien ne vous empêche de conseiller de continuer à porter le masque dans votre salle d'attente. Et chacun fait après ce qu'il faut. Si vous avez votre masque, vous êtes protégé. Si vous le changez régulièrement, vous êtes protégé. Si vous aérez régulièrement votre salle d'attente, la densité virale va diminuer. Si vous mettez des solutions ralcooliques à disposition à tout le monde, même si tout le monde ne va pas les utiliser, ça va quand même diminuer les risques. Et puis, rien ne vous empêche de continuer à conseiller à porter le masque. Moi, ça me semble légitime. À l'hôpital, le port du masque va continuer à être obligatoire. Ça me semble légitime que dans une salle d'attente de professionnels de santé, par définition, vous avez une probabilité beaucoup plus importante que dans une population générale, que dans une librairie, que dans un cinéma, d'avoir des personnes fragiles, par définition. Et donc, sur ce simple argument-là, de dire, bah voilà, il y a probablement plus de patients fragiles dans un endroit clos qui existe. Donc, nous vous conseillons de continuer à porter le masque dans cette condition particulière-là. Ça me semble quelque chose pour l'instant d'assez légitime. Après, enfin voilà, il ne faudra pas vous engueuler avec vos patients s'ils ne le portent pas, parce que c'est difficile de leur interdire, parce on va avoir le droit de l'enlever. Mais un conseil, ça me paraît intéressant. Alors, et puis pour terminer, on va terminer par cette question. C'est toujours sur la 4e dose des soignants, Mathieu, parce que on a des questions là qui disent que Amélie Pro avait envoyé des mails indiquant une obligation vaccinale tous les 4 mois après le 15 février 2022. Donc, du coup, là, finalement, peut-être qu'ils sont revenus sur ça. Enfin, Bah, pour les soignants. oui, Alors, vous savez que moi, en tant que médecin hospitalier, pour des questions bien sûr parfaitement compréhensibles, je n'ai pas accès à Amélie Pro, ce qui me pose d'ailleurs pas mal de problèmes dans cette épidémie-là. Bah écoute, je ne suis pas au courant, pour rien te cacher, mais parce que justement, j'ai pas accès à Amélie Pro. Ça me semble pas sous-tendu par des preuves, en tout cas. d'accord. Donc, il faudra voir les prochains mails Après, d'Amélie Pro, ça fait effectivement. pas Une de mal, petite hein. question. Ça fait pas de mal, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un qui a fait le Covid et qui a eu une vaccination après, franchement, là, il est très bien protégé. D'accord. Donc, c'est pas la peine de s'embêter.
OK. Et franchement, chez les professionnels de santé, on est nombreux à avoir fait le Covid quand même. Oui. Mais en tout cas, un grand merci Mathieu encore pour ton éclairage sur cette pandémie. Merci à vous tous aussi d'avoir suivi ce webinaire et pour toutes vos questions très pertinentes. Et puis écoutez, donc on fait des webinaires très régulièrement au CHEM, donc à très bientôt dans une de nos formations ou un de nos webinaires. Bonne soirée à tous et puis à très bientôt.